Chers étudiantes, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie du chapitre 3 du cours de mécanique quantique, filière sciences de la matière physique, semestre 4. Alors, cette partie, elle fait suite de ce qu'on avait fait à la première partie du chapitre 3, dans lequel j'avais dit que l'état d'une particule est donné par une fonction d'onde, d'accord, psi de xt, ou bien psi de rt quand je suis à 3 dimensions. Alors, et cette fonction d'onde, elle est déterminée via l'équation de Schrödinger. En mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, dépendant du temps pour une particule soumise à un potentiel Vdx, on avait dit que elle était égale à quoi? Elle était égale à h psi de xt, qui est égal à IH bar, qui est égal à IH bar d sur dt de psi dxt, qui est égal aussi à moins h bar carré sur 2m, d2 sur dx2, psi dxt, plus v dxt, psi dxt, qui est égal à e, psi dxt. Attention ici, j'ai ici des opérateurs différentiels. D'accord? Alors, h étant l'hamiltonien, qui est son équivalent en mécanique quantique, c'est IH bar t sur dt. Psi de xt, c'est la fonction d'onde. Moins h bar carré sur 2m, d2 sur dx2, c'est l'équivalent de l'énergie cinétique en mécanique quantique. V de xt, c'est le potentiel. Les E étant l'énergie. D'accord? Donc, le but de ce cours-là, c'est de voir comment on détermine cette fonction d'onde et l'énergie correspondante. Alors, on va commencer d'abord par un exemple très simple, l'exemple de la description d'une particule libre, ou bien d'une microparticule libre. D'accord, description quantique. Alors, une particule libre, c'est quoi? C'est une particule qui est soumise à un champ potentiel. Elle n'est pas retenue, par une force. D'accord? C'est-à-dire que la force exercée sur la particule libre, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. D'accord? Alors, elle est libre à se déplacer dans tout l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire F est égal à 0? Ça veut dire que le potentiel dont elle va dériver va être constant, qu'on va considérer qu'il est égal à 0. En effet, la force F qui est égale à 0, qui est égale à quoi? Donc le potentiel dont elle dérive, c'est moins h bar, c'est moins nabla V. Alors, ça veut dire que V qui est égal à une constante qu'on va prendre est égal à 0. L'équation de Schrödinger, c'est qu'il y a alors, dans ces conditions-là, lorsque V est égal à 0, donc je retourne à notre équation, c'est IH bar t sur dt, de psi de xt qui est égal à moins h bar carré sur 2m, d2 sur dx2, appliqué à psi de xt, qui est égal à e psi de xt. D'accord? Alors, appliqué à psi de xt, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que j'ai? C'est l'équation de Schrödinger avec un potentiel nul. D'accord? Maintenant, une solution de cette équation est l'onde plane monochromatique. Elle est donnée, l'onde plane monochromatique, elle est donnée par quoi? Elle est donnée par psi de xt, qui est égal à a exponentielle i oméga t moins kx. D'accord? Ou bien si je veux appliquer les relations de Max Planck et Albert Einstein, donc je vais avoir oméga t égale e sur h bar et k est égal à p sur h bar. D'accord? Donc je vais avoir ici a, ça va être égal à a exponentiellement i sur h bar et moins p fois x. D'accord? Ou encore, ce qui peut encore être écrit de la façon suivante, psi de xt est égal à pi 0 de cosinus oméga t moins kx. Alors, de toute façon, c'est une fonction sinusoïdale. D'accord? Alors, dans cette affaire-là, dans cette expression-là, psi est l'élongation d'un point x au temps t. D'accord? Psi 0, c'est l'amplitude maximale, ou bien l'élongation maximale. Oméga, c'est la pulsation de l'onde. D'accord? Et lambda, enfin, ici j'ai k est égal à 2pi sur lambda. Lambda, c'était quoi? C'est la distance parcourue par la lumière pendant une période t. Ça fait longtemps. D'accord? Alors maintenant, si je tiens compte de cette solution, d'accord, et je la remplace sur l'équation de Schrödinger. D'accord? L'équation de Schrödinger. Alors, si je dérive cette fonction par rapport au temps, d'accord, je vais avoir E est égal à h bar oméga. D'accord? Et si je dérive la fonction deux fois par rapport à x, je vais avoir E est égal à h bar carré, k carré sur 2m. D'accord? Donc là, ça va me donner, soit en remplaçant dans l'équation de Schrödinger, dépendant du temps, je vais avoir E est égal à h bar oméga. D'accord? Et c'est aussi égal à h bar carré, k carré sur 2m. D'accord?
Ça, c'est l'énergie totale d'une particule libre. Oméga, si je cherche la pulsation oméga, ça fait h bar k au carré sur 2m. D'accord? La fonction oméga de k, d'accord, est appelée aussi fonction de dispersion de la particule. Donc maintenant, généralement, on va tout le temps écrire, pour n'importe quelle particule, on va tout le temps écrire oméga en fonction de k. Alors, cette relation oméga en fonction de k s'appelle la relation de dispersion de la particule. D'accord? Mathématiquement, c'est une solution qui est valable. D'accord? Mais physiquement, c'est une solution qui n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'en mécanique classique, en mécanique quantique, on a dit que la fonction qui doit représenter une particule doit être à support compact et à carré semblable. Ou aussi, c'est une fonction qui doit être nulle, d'accord, à l'infini et va posséder une valeur appréciable dans un intervalle très petit, d'accord. Alors que ici, si je prends la densité de probabilité de présence de cette fonction est donnée par module de psi de xt au carré égale à a au carré, d'accord. Donc la probabilité de présence est donnée par cette fonction, par cette expression-là. Je vais avoir une probabilité de présence dans tout l'espace, somme de moins l'infini à plus l'infini, de module de psi de xt au carré d de x, qui est égal aussi à a, qui est une constante, je vais la faire sortir ici, somme de moins l'infini à plus l'infini d de x, et c'est une probabilité qui est infinie, impossible. D'accord? Donc l'onde plane ne peut jamais représenter une particule libre. Physiquement, pourquoi on a ça? Parce que il n'existe pas de particule libre dans la nature. Elle est tout le temps perturbée par d'autres potentiels perturbateurs. D'accord? Alors, pour tenir compte de ces potentiels perturbateurs, nous supposons alors que pour tenir compte de ces potentiels perturbateurs, que la fonction d'onde de la particule libre sera une superposition de ces ondes planètes de fréquences très voisines, d'accord, de toute solution d'équation Schrödinger. D'accord? Ça, rappelez-vous bien, quand on avait parlé des principes de superposition, on avait dit que lorsqu'on a beaucoup de solutions de l'équation Schrödinger, d'accord? Alors, une combinaison linéaire de toutes les solutions de l'équation Schrödinger est aussi une solution de l'équation Schrödinger. D'accord? Donc ça, ce principe de superposition dans le plan quantique va permettre de générer le phénomène d'interférence caractérisé par des maxima et des minima d'intensité. D'accord? Donc, on va voir ça. Comment on peut générer un maximum de lumière et un minimum de lumière. D'accord? Si je prends par exemple la superposition de deux ondes planes monochromatiques. Alors, je considère ici que je vais avoir une onde plane monochromatique caractérisée par E1 et une onde plane monochromatique caractérisée par E2. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais avoir? E1 est égal à sinus K1x moins oméga 1t. Avec K1 est égal à 2pi sur lambda 1 et oméga 1 est égal à oméga sur c. D'accord? Et aussi, je vais avoir E2 qui est égal à sinus K2x moins oméga 2t avec K2 est égal à 2pi sur lambda 2 qui est aussi égal à oméga 2 sur c. D'accord? Alors, si je fais la somme, là, je vais avoir une fonction sinusoïdale, d'accord, enveloppée par une fonction enveloppe qui est donnée par cette expression-là. D'accord? C'est-à-dire que l'intensité, si je prends l'intensité, je prends le carré, d'accord, le carré de E. C'est-à-dire que je vais avoir juste les parties positives, d'accord. Je vais avoir ici, l'intensité va passer par un maximum, minimum, maximum, minimum, d'accord. L'intensité résultante, enveloppe, présente des maxima et des minima comme le phénomène d'interférence pour deux trous de Young. D'accord? Maintenant, si je prends trois ondes planes monochromatiques, le phénomène va être plus prononcé. D'accord? Je vais avoir ici une onde E1, une onde E2, une onde E3. D'accord? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des maxima et des minima de lumière.
D'accord? Et le maximum ici, il est beaucoup plus prononcé qu'à deux dimensions. D'accord? Et la partie minimale est plus grande. D'accord? Alors, ça veut dire que alors, si maintenant on veut faire, on veut montrer ça encore plus, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire la superposition de plusieurs ondes planes monochromatique. D'accord? Alors, alors, l'intensité, si j'ai plusieurs ondes planes monochromatique, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'intensité de l'onde maximale, l'intensité de l'onde résultante présente un maximum central dû aux interférences constructives. D'accord? Donc là, et je vais avoir des interférences descriptives qui vont annuler l'intensité. D'accord? Donc là, ça veut dire que l'intensité de l'onde résultante, d'accord, présente un maximum central dû aux interférences constructives. D'accord? Et je vais avoir dans une partie de l'espace une intensité minimale qui tend vers 0. D'accord? Alors maintenant, ça va nous ramener à définir c'est quoi un parquet d'onde. Le parquet d'onde, c'est quoi? C'est un ensemble, c'est la superposition d'une infinité d'ondes planes monochromatiques de toutes les longueurs d'onde possibles. D'accord? Alors, nous concluons qu'une particule libre ne peut être représentée par une onde plane monochromatique, mais plutôt d'une superposition d'ondes planes monochromatiques. C'est le parquet d'onde. D'accord? Alors, le parquet d'onde, comme j'ai dit, c'est une superposition, d'accord, d'une infinité d'ondes planes monochromatiques de toutes les longueurs d'onde dans lambda possible. C'est-à-dire que je vais avoir une intégration de moins l'infini à plus l'infini. Dk, je rappelle que dk c'est quoi? C'est 2 pi sur lambda. Donc là, si je parle k, je parle lambda. D'accord? Alors, psi de xt, il est égal à quoi? Il est égal à 1 sur racine de pi, somme de moins l'infini à plus l'infini, phi de kt, exponentielle moins i oméga t moins kx d de k. D'accord? Ça, c'est le parquet d'onde. D'accord? Il est défini par cette fonction-là. D'accord? Alors maintenant, là, j'ai écrit, de toute façon, le résultat que je vais avoir ici, l'intégrale, elle est par rapport à k, donc le résultat que je vais avoir, c'est en fonction de x. C'est pour ça que j'ai psi de xt. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, j'ai écrit le parquet d'onde en fonction de k. D'accord? Je peux écrire en fonction de P, c'est l'espace du réseau réciproque, d'accord, parce que je sais que P et K diffèrent que d'un facteur H bar près. D'accord? Donc ça va me donner psi de xt qui est égal à 1 sur 2 pi H bar, somme de moins l'infini à plus l'infini, phi P T fois exponentielle moins I sur H bar, E T moins Px d de P. D'accord? Donc là, avec phi K de T, ou phi p de t, d'accord, la transformée de Fourier de psi de xt, d'accord, dépendamment, de toute façon, la transformée, c'est-à-dire que je vais travailler dans un espace image de l'espace réel, d'accord, x, c'est l'espace réel, l'espace image, c'est la transformée de Fourier, d'accord, c'est-à-dire que la transformée de l'espace des k, d'accord, c'est un espace qui est une image de l'espace réel qui a les mêmes propriétés, mais c'est un agrandissement de l'espace réel. Alors, phi k de t est défini l'amplitude spectrale de la fonction d'onde de la particule. Je vais avoir phi k de t, c'est égal à 1 sur 2 pi h bar, d'accord, 1 sur 2 pi, somme de moins l'infini à plus l'infini, psi de xt, d'accord, je veux phi k, donc psi de xt, exponentielle i oméga t moins kx d de x, d'accord, et phi pt, d'accord, ça fait 1 sur 2 pi h bar, somme de moins l'infini à plus l'infini, psi de xt, exponentielle i sur h bar, et moins p x d de p, d'accord. C'est des transformations de Fourier, c'est-à-dire je travaille dans l'espace du réseau réciproque. L'espace du réseau réciproque, c'est quoi? C'est un arrondissement de l'espace, c'est une image qui admet les mêmes propriétés que l'espace réel, d'accord, mais c'est un agrandissement de l'espace du réseau réciproque, du réseau direct. D'accord? Alors maintenant, on peut exprimer le parquet d'onde sous la forme suivante. Psi de xt, d'accord, je vais l'écrire en fonction de P, mais c'est la même chose. Hein, si je l'écrive en fonction de P ou en fonction de K, c'est la même chose. Il suffit de changer H bar, d'accord.
Alors, psi de xt, c'est égal à 1 sur 2 pi h bar racine, 1 sur racine de pi h bar, somme de moins l'infini à plus l'infini, d'accord, qui est égal à phi pt exponentielle moins i sur h bar et moins px d de pi. D'accord. Alors, je vais camoufler cette dépendance dans le temps, au temps dans ce phi p, donc je vais dire que 1 sur 2 pi h bar, somme de moins l'infini à plus l'infini, psi bar de pt exponentielle i px sur h bar d de pi. D'accord. Psi bar, c'est égal à quoi? C'est égal à psi bar de pt, c'est égal à phi de pt fois exponentielle i moins i et sur h bar. C'est la transformée de Fourier de la fonction psi de xt. C'est pas définition, la transformée de Fourier, la fonction de psi de xt. Dans ces conditions-là, psi de xt est la transformée de Fourier inverse de la fonction tf-1, de la fonction psi bar de pt. D'accord? Psi bar de pt, qui doit s'écrire en fonction de p, donc l'intégrale doit être par rapport à x. D'accord? Je vais avoir ici 1 sur 2 pi h bar, somme de moins l'infini à plus l'infini, psi de xt exponentielle moins i px sur h bar dx. Donc, la transformée de Fourier obéit à l'équation de Parseval, la Parseval-Plancherel. D'accord? Alors, qui dit que somme de moins l'infini à plus l'infini, psi de xt modulo carré de x, c'est égal à somme de moins l'infini à plus l'infini, psi bar de pt au carré d de p. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si la fonction d'onde psi de xt est une fonction à support compact, automatiquement, sa transformée de Fourier est aussi une fonction à support compact. C'est très important ça. D'accord? Aussi, d'après cette relation-là, si psi de xt est normé, automatiquement psi bar de xt est normé. Et psi bar de pt est normé. Donc, et la construction d'un paquet d'ondes libre consiste en la superposition de plusieurs ondes monochromatiques. À cette superposition résultera les interférences constructives et destructives. D'accord? Alors, c'est-à-dire lorsque j'ai une interférence constructive, c'est-à-dire lorsque j'ai un maximum de lumière, un maximum d'intensité, ça correspond en optique à un maximum de lumière. Ça correspond en optique aux franges brillantes. D'accord? L'interférence destructive, c'est un minimum de lumière, c'est les franges sombres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? À cette superposition d'ondes planes monochromatiques résultera une partie de l'espace dans laquelle l'intensité du paquet d'ondes psi de xt est maximale. D'accord? Qui est dû aux interférences constructives. En dehors de cette largeur, delta x, psi de xt est presque nul. D'accord? En accord avec les interférences constructives. Autrement dit, le paquet d'ondes psi de xt, d'accord, ne prend de valeur appréciable que dans une région localisée de l'espace, de largeur delta x, d'accord, psi de xt est dit alors fonction à support compact qui décrit bien la particule libre, d'accord. Je répète que ce paquet d'ondes, c'est quoi? C'est une superposition d'ondes planes monochromatiques, et chaque onde plane monochromatique est solution de l'équation Schrödinger. D'accord? Donc, la superposition de toutes ces ondes-là vont être aussi solution de l'équation Schrödinger, et par la suite, le paquet d'ondes est aussi solution de l'équation Schrödinger qui prend de valeur appréciable que dans un intervalle delta x de l'espace. D'accord? En utilisant l'égalité de Parseval-Plancherel et en raisonnant sur la transformée de Fourier phi bar de pt, nous concluons la même chose. Nous concluons psi bar de pt ne prend de valeur appréciable que dans une région localisée dans l'espace delta x. Mais ça, ici, delta p. Et ça, ici, c'est dans l'espace du réseau réciproque. D'accord? Donc, qui est un agrandissement de l'espace du réseau direct. Psi bar de pt est une fonction, d'accord, est une fonction compacte, une fonction à support compact dans l'espace des p. Alors maintenant, on va définir la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Alors, c'est une notion qu'on utilise beaucoup en physique solide, d'accord. Alors la vitesse de phase, par définition, c'est la vitesse de propagation des plans d'égale phase.
D'accord? Les plans qui vont avoir la même phase, on va voir comment ils se déplacent, et c'est la vitesse de propagation de plan d'égal phase. Soit un paquet d'ondes caractérisé par deux vecteurs, par le nombre k et par la position oméga. Donc à la position x, 1, et au temps t1, la phase de l'onde est oméga t moins kx1. À la position x2 et au temps t2, la phase de l'onde est oméga t2 moins kx2. Alors, plan d'égal phase, c'est-à-dire que je vais avoir, pour les plans que je vais avoir la phase égale, donc je vais avoir oméga t1 moins kx1 qui est égal à oméga t2 moins kx2. C'est-à-dire que je vais avoir x2 moins x1 sur t1 moins t2, c'est les dimensions d'une vitesse, d'accord, c'est v phi, c'est égal à quoi? C'est égal à oméga sur k. Alors si je multiplie ici par h bar, ici par h bar, je vais avoir h bar oméga sur h bar k. Donc ça c'est quoi? C'est E sur P. Maintenant, je peux définir aussi la vitesse de groupe. Alors ça, c'est la vitesse de propagation de l'énergie dans le solide. D'accord? Alors, par définition, la vitesse de phase, la vitesse de groupe, c'est la vitesse de propagation du maximum central due aux interférences constructives. Elle est définie par Vg, qui est égal à d oméga sur dk. D'accord? Oméga est égal à h bar sur, oméga est égal à E sur h bar. Donc ça va me donner ici égal à 1 sur h bar d de E sur dk, qui est égal à d de E sur dp, parce que ici je vais avoir h bar d de k qui est égal à d de p. C'est aussi la vitesse de propagation, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'énergie dans un solide. Pour le cas d'une particule libre, c'est facile. Alors j'ai E qui est égal à P au carré sur 2m, d'accord? Alors Vg est égal à d de P, d de E sur dp, donc d de E c'est d de P au carré, ça fait 2P d de P, d'accord? Donc je vais avoir ici, je vais avoir Vg, ça va faire P sur M, je vais avoir Vg est égal à P sur M qui est égal à V. Alors la vitesse de groupe, Vg, coïncide exactement avec la vitesse de la particule. D'accord? Alors, les deux vitesses Vg et Vφ sont liées par la relation. Vg fois Vφ est égal à c au carré. Ça, on a vu, on va voir en TD. D'accord. Maintenant, on va passer à une notion très importante en mécanique quantique, c'est la notion du principe de d'Eisenberg, la relation d'incertitude d'Eisenberg. D'accord? Alors, nous avons vu que qu'un paquet d'ondes psi de xt ne possède de valeur appréciable que dans une région de l'espace delta x où la particule est localisée. D'accord? On a dit qu'à chaque onde est caractérisée par son impulsion P, donc, et dans l'espace des impulsions, caractérisée par la transformée de Fourier phi bar de Pt, ne possède de valeur appréciable que dans une région de l'espace de largeur delta P. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que delta x, c'est dans l'espace direct ou l'espace réel. Delta p, c'est quoi? C'est dans l'espace du réseau réciproque, qui est un agrandissement d'espace du réseau direct. D'accord? Alors, c'est-à-dire que pour un paquet d'ondes, si p est connu, si l'impulsion est connue avec précision. D'accord? C'est-à-dire que delta p est très faible. D'accord? Il va tendre vers 0. Et comme P, il appartient au réseau réciproque, donc dans son inverse, dans le réseau direct, delta x va tendre vers l'infini, parce que ici, parce que delta p tend vers 0. Par contre, si delta x est faible, qui tend vers 0, donc dans le réseau direct, dans le réseau réciproque, l'impulsion va être définie avec une incertitude delta p qui est infinie. D'accord? Ce qui nous ramène à donner la relation d'incertitude d'Eisenberg, c'est un principe d'indéterminisme qui dit qu'il est impossible de connaître simultanément la position et l'impulsion avec précision pour une particule quantique. Pour une particule classique, de toute façon, ils sont définis par l'équation de Lagrange. La mécanique quantique ne les touche pas. Le phénomène d'interférence et de diffraction n'est pas important. D'accord? Mais pour une particule quantique. Alors, ce qui nous ramène à énoncer le principe d'Eisenberg, que je vais noter PIH, d'accord? C'est un principe d'indéterminisme qui dit
qu'il est impossible de connaître simultanément la position et l'impulsion P avec précision pour une particule quantique. Pour une particule classique, c'est une théorie de déterminisme. X et P, ils sont déterminés par l'équation de Lagrange. D'accord? Mais pour une particule quantique, on ne peut jamais déterminer l'impulsion et la position avec une précision pour une particule quantique. D'où la relation d'Eisenberg qui est donnée par delta X, delta P supérieur de l'ordre de H bar sur 2. Delta X est l'incertitude sur la mesure de la position et delta P est l'incertitude sur la mesure de l'impulsion. Donc, en mécanique quantique, X et P jouent des rôles symétriques. On les appelle alors variables conjuguées. On peut trouver aussi en mécanique quantique d'autres variables conjuguées comme les variables d'énergie E et le temps, d'accord, T, qui sont aussi des variables conjuguées, d'accord. La relation d'Eisenberg s'écrit alors, dans ces conditions-là, delta E, delta T, c'est supérieur de l'ordre H bar sur 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer en même temps l'énergie et le temps de vie d'une particule avec précision. D'accord? La mesure de l'un perturbe la mesure de l'autre. D'accord? Alors, la relation 1 correspond à la relation d'incertitude d'Eisenberg, position-impulsion. Et la relation 2 correspond à la relation d'incertitude d'Eisenberg, temps-énergie. Conséquence de cette relation-là, si on considère un point, une particule au repos, et on mesure sa position avec une incertitude delta x. D'accord? D'après la relation d'incertitude d'Eisenberg, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir delta p qui est supérieur de l'ordre de h sur delta x. Alors, si je connais avec précision la position, d'accord, c'est-à-dire l'incertitude de mesure de x, elle tend vers 0. C'est-à-dire que delta p va tendre vers l'infini. D'accord? C'est-à-dire que la mesure exacte de la position, d'accord, perturbe la mesure de l'impulsion. D'accord? C'est-à-dire que la mesure exacte de la position fait perdre toutes les informations sur l'impulsion et inversement. Autrement dit, d'accord, en mécanique quantique, mesurer, ça veut dire perturber le système. Donc ça, on l'a fait pour position et impulsion, donc je peux le faire aussi par rapport à l'énergie temps de vie. Alors delta E supérieur de l'ordre H bar sur delta tau, d'accord. Sur delta T, si delta T est petit, delta E va être très grand. Donc là aussi, ça veut dire que la mesure de l'énergie fait perdre toutes les informations sur la mesure du temps. Donc, en mécanique quantique, mesurer, c'est égal perturber. Donc, on va conclure pour ce chapitre-là, pour le chapitre 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, avec le principe d'Eisenberg, la notion de trajectoire perd tout son sens en mécanique quantique. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître la position et l'impulsion en même temps. Donc, dans la trajectoire dans l'espace de phase, ça n'a pas de sens. D'accord? Mais, pour une particule macroscopique, les équations de Lagrange vont déterminer avec précision la position et l'impulsion. D'accord? Cette trajectoire est remplacée par une notion probabiliste, elle est remplacée par la fonction d'onde et par la suite d'une probabilité de présence qui décrit l'état quantique de la particule. D'accord? Alors, l'état quantique perturbé par la simple mesure des grandeurs associées au système est aussi de nature probabiliste. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que la particule va se trouver en un point donné, mais elle va être, on va avoir une probabilité de présence de la particule dans un volume d'espace. Alors, cette probabilité de présence, elle est, ou bien la densité de probabilité de présence, ça va être quoi? Ça va être le module de la fonction le module au carré de la fonction qui représente la particule. Je vous remercie.